Salut à tous et bienvenue sur Wargame Lore Iggy TV, vous êtes sur la dernière partie consacrée à Nexus Parria. Je vous ferai sans doute une autre vidéo après qui sera une vidéo d'expectative sur l'avenir du lore de Warhammer 40k avec tous les éléments qu'ils ont pu nous donner, que ce soit avec Nexus Parria, que ce soit avec la croisade Léviathan ou ce qu'on peut imaginer. Il y a quand même beaucoup de pistes, mais il y a quand même une petite ligne qui va se dessiner, donc avec justement ce que je vais vous présenter là dans cette vidéo. Donc là ce sera vraiment à la fin de Nexus Parria. Donc vous vous en rappelez, il y a eu une utilisation cataclysmique, catastrophique, catabourinique de toutes les armes colossales dont les deux protagonistes pouvaient utiliser. Donc que ce soit les Necrons ou le Mechanicus, ils ont tous sorti leur gros joujou, ils ont fait le mus, ils ont appuyé sur tous les boutons et ça a été dramatique parce que quel que soit l'utilisateur, aussi bien les Necrons que le Mechanicus, eh bien, ils se sont retrouvés comme victimes collatérales en fait de l'utilisation de leur arme. À chaque fois, ça s'est pas forcément passé comme ils voulaient et il y a eu d'énormes pertes des deux côtés. Voilà, que ce soit d'une mauvaise utilisation, que ce soit d'une mauvaise compréhension ou que ce soit tout simplement des effets qui sont beaucoup trop importants pour qu'on puisse y échapper. En tout cas, il y a quelqu'un à qui ça n'échappe pas, c'est Orican le devin. Donc Orican, on en avait déjà parlé, il a été appelé en début de Nexus Parria, enfin au début de cette croisade par Zarek, parce que c'était un allié de Zarek. Alors c'était, il faisait partie de sa cour, mais maintenant Orican a suivi son propre chemin depuis que le roi silencieux était parti dans les étoiles pour suivre un autre chemin. Et bien, enfin, même dans, je dis parmi les étoiles, mais en fait non, parce que comme il était entre les galaxies, du coup il ne devait pas y avoir beaucoup d'étoiles. Donc quand il était parti dans le vide extragalactique, eh bien Orican lui a suivi son propre chemin vers l'ascension divine plus ou moins, alors pas forcément divine, mais enfin vous savez, il cherche à devenir une sorte d'être de lumière. Bon, en tout cas, ce qui se passe, c'est que, eh bien maintenant que les deux sont réunis, et ben Zarek il aimerait bien retrouver Conseil, parce que le chronomancien il a cette capacité, un peu à l'image des Eldar, là encore une fois je pense que c'est le pendant d'Eldrad Ultran, d'analyser ce qui va se passer et puis de savoir comment l'éviter, ou en tout cas aussi quels moyens on peut avoir pour influencer les choses, pour que les choses aillent dans votre sens, tout simplement. Donc, eh bien, Orican, lui, il avait conscience que récemment, ses plans ne se passaient pas forcément comme il l'avait imaginé, alors que pourtant, c'est un des plus grands chronomanciens, si ce n'est le plus grand chronomancien des Necrons, et pourtant, malgré tout son savoir, tout son talent, et même sans compter Trazyn, parce qu'il y a toujours une dualité entre les deux, et bien même sans compter Trazyn qui va mettre son petit grain de sable, ses plans ne marchait pas. Et en fait, il a tracé l'origine de tout ça, et l'origine, c'est le centre du Nexus Parria. Donc, il va arriver dans cette zone-là, et en fait, il voit l'utilisation catastrophique de ces armes de destruction massive à des échelles inimaginables qui peuvent fracturer la réalité, détruire les constantes physiques, enfin, vous voyez, toutes ces choses incroyables. Et en fait, il voit que il est maintenant trop tard. Pour lui, c'est clair, il est arrivé trop tard, il n'a aucun moyen de lutter contre ce qui va arriver. Parce qu'en fait, il a bien le sentiment que l'utilisation de ces armes, c'est un élément majeur, mais ce n'est pas le résultat final, ce n'est pas ce qu'il ressent comme un nœud vraiment du destin et le nœud qui l'empêche lui de voir plus loin. Donc là, on peut se poser la question, moi j'arrête pas de me poser la question sur les Eldaris, sur Eldrad Ultran, etc. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Parce que là, spoil alerte, ils ne seront pas du tout là. Donc ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu parler, hormis sur la fin de Vigilus, non pas Vigilus, sur la fin de Arche Fatidique, quand il y avait l'apparition de Vashtor, et on avait un petit passage sur les Eldar en mode, on va parler un petit peu avec Torquemada côté Az, mais c'est tout, juste faites attention parce qu'il peut se passer des choses, mais bon, vous voulez nous aider? Non, pas trop, bon, bah allez, on s'en va. Et là, en fait, je pense que, bon, bah voilà, si Orican le ressent, les Eldar doivent le ressentir aussi. Alors, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'ils n'agissent pas, mais simplement, c'est vrai que je les trouve vraiment absents du lore, et alors après... bon, on sait que Warhammer 40 000, c'est quand même un lore qui est tourné sur l'Imperium, c'est-à-dire qu'il y a un spectre de vision qui est l'Imperium. Moi, j'aime bien toujours quand c'est un petit peu plus diffus, et avec Gathering Storm, il l'avait fait dans la version 2, dans la deuxième partie, parce que vraiment, on avait le point de vue des Eldar.
ça faisait plaisir. Là, bon voilà, moi je me suis un petit peu habitué à ça, et puis bon, j'ai envie que chaque peuple ait sa propre vision, voire même, je suis en train de penser à ça, les Kogna, hein, ce serait sympa qu'ils nous sortent un bouquin de campagne où on voit les choses du côté Kogna, et ça arrange, enfin, ah, j'allais dire, ça allait enrichir leur lore, évidemment, mais il est tellement pauvre leur lore actuellement que moi j'attends avec impatience que, et je pense que vous en tant que joueur, ou même en tant que personne qui aime le lore, vous avez envie d'en savoir un peu plus sur eux. Et là, c'est vrai qu'on n'en sait vraiment pas beaucoup. Donc Hurricane, pour revenir sur l'histoire de Nexus Paria, lui, il voit que les choses sont arrivées, maintenant il sait que c'est trop tard, on peut plus l'empêcher, même lui, on ne peut plus l'empêcher, alors que lui peut quand même influencer un peu les choses, donc il décide qu'il vaut mieux s'en aller, faire profil bas, donc on l'a vu juste arriver, regarder, constater les dégâts, et en fait il se dit, bon, tout n'est pas perdu, même si là, actuellement, je ne vais pas pouvoir corriger les choses, au moins, je peux essayer de m'en accommoder et de les utiliser pour assouvir mes plans et puis réussir à trouver une façon différente d'avancer. Voilà. Alors, je vous dis, il y a une différence majeure entre les attaques Necrons et les attaques de l'Imperium, c'est que les Necrons, ils bénéficient de leur technologie quantique pour communiquer, donc les communications sont instantanées, elles ne sont pas déréglées par les effets du suspens, heureusement, c'est eux qui l'ont mis en place. À l'inverse, l'Imperium, c'est très compliqué de coordonner les choses, donc voire même impossible. Donc la plupart des généraux se débrouillent tout seuls, ils n'ont aucune idée de si un flanc peut être submergé ou pas, s'ils vont recevoir des renforts, s'ils doivent eux-mêmes interagir avec d'autres forces de combat, donc c'est vraiment au petit bonheur à la chance. Donc dans ces moments-là, dans ce moment de grande détresse, la solution c'est encore d'appuyer sur le petit bouton rouge, hein, toujours ce fameux bouton rouge, et la plupart des adeptes du Mechanicus vont utiliser leur super arme. Alors le problème aussi c'est que l'effet du suspens est extrêmement décuplé. On ne sait pas pourquoi, même si normalement ils devraient être affaiblis, étant donné qu'ils ont perdu quand même, ils ont perdu 2 pylons, dont un qui s'est retrouvé aussi abîmé, donc ça commence à faire beaucoup. Malgré tout, les effets de la matrice nodale sont supérieurs à ce qu'ils étaient avant. Alors est-ce que c'est parce que le groupe de combat s'est rapproché de l'épicentre, ou alors est-ce que c'est parce que ça fait longtemps qu'ils restent dans cette zone-là et que forcément les effets débilitants finissent par les éroder? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça cause aussi des visions. Alors, c'est ce qu'ils mettent en avant dans un premier temps, c'est que les magos sont assaillis par des visions, donc des visions prophétiques, des visions de l'esprit de la machine, des visions de l'omnimessie, et en fait, ils mettent ça sur le côté, c'est le suspens qui dérègle un petit peu ma perception de la réalité, mais en fait, s'ils se posaient un instant pour réfléchir et qu'ils partageaient les informations, on pourrait imaginer qu'ils découvriraient une sorte de lien entre ces événements et entre ces visions. Mais comme ils sont tous isolés, ça fait bien les affaires de quelqu'un, vous savez bien qui va arriver, et voilà, donc ils utilisent leurs armes, chacun de leur côté, et de façon vraiment inadéquate, avec aucune sécurité et aucune réserve. Alors on va se focaliser sur une zone de bataille, qui est la zone de la brèche de Skaren, et en fait, dans cette zone-là, on a le Myrmidominus Gelf, qui est celui qui est en charge de la flotte d'accumulation. Alors, il a rencontré pas mal de succès par rapport aux autres flottes, parce qu'il a réussi à accumuler pas mal de minerais, il a réussi à se défendre contre les attaques des Necrons, et même à fortifier un petit peu cette zone-là, ce qui fait que, il réussit progressivement comme ça à accumuler de plus en plus de noctilites, et puis, il tente aussi, bien sûr, de créer les abraseurs liminaires de Belisarius Cawl, mais il n'a pas vraiment confiance dans leur fonctionnement, et puis ça n'a pas vraiment prouvé encore sa valeur. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il a réussi à repousser nombreuses fois les attaques des Necrons, sans toutefois réussir à contre-attaquer suffisamment fort, parce que, dans cette zone-là, il y a une lune avec un monolithe qui est une construction énorme, étant donné qu'elle traverse la Lune. Donc il faut imaginer la Lune avec, comme une olive en fait, avec un petit cure-dent à l'intérieur, le monolithe qui traverse en fait complètement le pylône, qui traverse en fait cette planète, et en fait tout autour vous avez des débris spatiaux, des astéroïdes qui ont été fortifiés par les Necrons, et d'ailleurs ce type de défense, c'est pas forcément ce qu'on avait vu
de par les Nécrons. Enfin, les Nécrons, c'était plutôt les attaquants, donc avec des forces de projection. Là, une fortification avec des sortes de bunkers dans les astéroïdes. Bon, c'est un peu nouveau, mais en tout cas, c'est efficace et ça empêche Geist de progresser. Je vous ai dit que les effets du suspens, eh bien, étaient de plus en plus palpables et même sur les esprits de la machine. Et là, on a des exemples concrets avec des esprits de la machine qui deviennent de plus en plus belliqueux, quitte à se rebeller contre leur maître et quitte parfois à créer des événements assez étranges comme la disparition des boucliers Warp, alors que voilà, ils sont censés encaisser en fait les attaques. Tout d'un coup, pouf, ils disparaissent de par ces bugs, et ces bugs sont jamais vraiment dans le bon sens pour le Mechanicus. Donc ça rend les prêtres, les magos un petit peu paranoïaques parce qu'ils pensent que peut-être d'autres magos concurrents ont peut-être, je ne sais pas, introduit des espions, essayent de les assassiner pour récupérer toute la Noctilite, récupérer aussi le pouvoir qui peut être en place, parce que vous savez, rappelez-vous, les factions du Mechanicus, elles sont censément alliées, mais elles se disputent aussi les ressources technologiques, le pouvoir, les zones, donc c'est quelque chose qui est, surtout les artefacts technologiques aussi, et là il y a beaucoup d'artefacts technologiques, donc la paranoïa prend une ampleur assez folle. Et Geist, Gelf, lui aussi, il va subir cette paranoïa, et en fait, il va faire venir un petit croiseur qui était caché, un transporteur qui était caché au bord de cette flotte, et en fait, ce croiseur contient une arme antique qui est une constellation de satellites avec des rayons d'énergie. Ça s'appelle la constellation de Chivarik. Et en fait, ce sont des petits satellites asservis qu'il peut contrôler et qui vont lui permettre peut-être de changer le cours de la guerre. Donc, étant de plus en plus paranoïaque, eh bien, il va s'enfermer en fait dans ses appartements, et puis il va connecter directement son esprit à la constellation de satellites. Donc la constellation de satellites est lancée dans l'espace, et on n'a plus de nouvelles de lui, on ne peut plus communiquer avec lui, mais ces satellites, on voit qu'ils commencent à s'activer et à réagir de façon assez imprévisible. Et alors, coup du destin, justement quand il active en fait ces satellites, eh bien on a une flotte, une armada incroyable de vaisseaux Nécrons qui arrivent, et c'est une des flottes les plus importantes, des rassemblements de dynasties les plus importantes, fidèles à Zarek, qui viennent attaquer en fait le Mechanicus. Donc cri d'alarme, évidemment panique, ils savent qu'ils vont être vraiment submergés, et c'est ce qui fait paniquer aussi encore une fois Gelf, et Gelf en fait va se retrouver dans une situation où il y a certains protocoles de sécurité qui sont activés sur la constellation de satellites, et puis les esprits de la machine lui disent mais ces protections en fait ont été mises par d'autres prêtres qui cherchent à te nuire, etc. Et l'esprit de la machine lui parle et en fait lui dit tout est corrompu, ta seule façon de t'en sortir et de reprendre le contrôle sur les satellites, c'est justement doter ces sécurités là. Et lui, bien sûr, dans sa paranoïa, n'écoutant plus personne, eh bien il cède et il ouvre en fait les portes de communication qui permettent aux satellites de fonctionner, et en fait ils vont se retrouver plus ou moins indépendants, c'est-à-dire que même s'ils vont agir de façon groupée, ils vont le faire sans l'aval du Myrmi Dominus, Gelf, et en fait lui perd le contrôle. Donc évidemment l'esprit de la machine s'est joué de lui, les satellites se libèrent, et en fait alors que les flottes Nécrons sont en train d'attaquer les flottes de l'Imperium, eh bien la myriade de satellites crée une sorte de glyphe spatial et ouvre le feu avec ses lasers. Donc c'est des lasers, enfin j'appelle ça un laser, mais c'est un canon d'énergie inconnu qui est inidentifiable, que ce soit pour les Nécrons ou pour l'Imperium, et assez étrangement ces faisceaux d'énergie en fait traversent tout et découpent tout, même s'il y a des champs de force, même s'il y a des boucliers, quelle que soit la technologie, tout est complètement vaporisé et détruit en fait par ces satellites. Et en fait, ces satellites, quand ils tirent, ça forme une sorte de glyphe spatial. Tout de suite après, ils vont changer de position de façon indépendante, et le Myrmi Dominus, il cherche vraiment à reprendre le contrôle, parce qu'il voit qu'en fait, dans leur destruction, en fait, cette destruction est aveugle, parce que les satellites vont détruire aussi bien
bien les vaisseaux des Nécrons que les vaisseaux de l'Imperium. Et il y a à chaque fois quasiment autant de vaisseaux d'un camp comme de l'autre qui sont détruits. Et en fait, à chaque fois, ce sillage de destruction laisse, encore une fois, je vous dis, une sorte de symbole, un glyphe. Un autre glyphe se forme, un autre tir de laser, d'armes énergétiques. Laser, c'est sympa hein, pour des petits satellites comme ça. Donc la constellation de satellites à chaque fois change de forme, recrée un faisceau laser, redétruit une partie des flottes, et on voit en fait ces glyphes qui, au fur et à mesure, forment des symboles un peu ésotériques qui ne sont pas sans rappeler les symboles et runes du chaos. Et au milieu de ces destructions, de ces champs d'explosion, on va avoir une orbe noire qui commence à apparaître et la réalité commence à se disloquer. Et par cette réalité qui se disloque, on commence à voir quelques vaisseaux qui commencent à sortir de cette faille warp. Donc une faille warp au milieu du Nexus Paria. C'est-à-dire qu'on se rappelle que le Nexus Paria, son rôle, c'est vraiment de mettre d'un côté l'espace warp, de mettre d'un côté l'espace matériel et de ne plus permettre au warp d'interagir avec l'espace matériel. Et donc, déjà, sans qu'il y ait aucun effet, le warp n'est pas censé pouvoir intervenir et une faille warp ne doit pas pouvoir exister à moins de grandes concentrations d'énergie, etc. Mais ça ne devrait pas exister. Et là, comme on est vraiment dans une zone d'anti-warp, c'est incroyable. Et donc, cette faille s'ouvre, des vaisseaux commencent à en sortir, donc ce sont des vaisseaux des Space Marines du chaos, et qui commencent bien sûr à attaquer tous les vaisseaux qui sont à leur portée, hein, que ce soit chaos, que ce soit Imperium, ou que ce soit Necron, et la constellation de satellites elle-même, en fait, va se retrouver implosée, et en fait, toute l'énergie qui est contenue dans ces satellites va être elle-même aspirée par cette faille warp. Cette faille warp, du coup, va commencer à enfler, jusqu'à ce qu'apparaisse dans l'espace matériel Armoise, la planète, l'ancienne balle, l'ancienne j'étais presque, l'ancienne planète des Dark Angels, Caliban. Après, je vous dis, imaginons si Vashtor il commence à pomper toutes les planètes d'espèces marines, Fenricien, allez, bim, Terra, allez, bim. Non mais vous avez donc du coup Armoise ou Armoise, ça dépend. Dites-moi en commentaire comment vous préférez qu'on le prononce. Alvatel, je sais déjà ce que tu veux, mais c'est toi qui dit Armoise. Moi, je préfère Armoise, ça sonne un petit peu mieux. Et donc, Armoise, qui est donc la planète de Caliban, qui a été récupérée par Vashtor, et où il a réussi à la faire voyager dans la toile. C'est-à-dire, non pas à travers le warp, mais dans la toile, donc vraiment dans l'espace, ce qui est justement appelé l'espace liminaire. Donc quand on a les abraseurs liminaires qui sont censés justement détruire cette zone-là, moi ça me conforte dans l'idée que l'idée de Belisarius Cawl, c'est d'avoir, c'est de schématiser, vous avez le warp ici, vous avez l'espace matériel et vous avez l'espace liminaire, qui peut aussi être la toile. Et c'est cette zone-là où on cherche à l'abraser, donc à la détruire et à enlever en fait ces connexions, cette couche tampon qu'il pourrait y avoir entre le warp et l'espace matériel pour pouvoir vraiment les séparer. Et là, le warp est lié par la toile à l'espace matériel. Les Eldar l'utilisent, les démons passent directement à travers, etc. Mais en tout cas, Vashtor arrive avec Armoise, et ça c'est génial. Pourquoi ? Parce que depuis qu'on a eu cette révélation incroyable avec le retour du lion, le fait que Caliban, la planète des Dark Angels, existe encore et qu'elle a été corrompue en monde démoniaque par Vashtor, demi-dieu du chaos, dieu ascendant. Alors est-ce qu'il est encore dieu ou pas ? J'ai la réponse. Enfin, est-ce qu'il est déjà Dieu ou pas ? J'ai la réponse qui vient juste après. Mais en tout cas, moi, vraiment, quand j'avais fini de lire les Arches Fatidiques et qu'on avait cette révélation-là, c'était incroyable. Et je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que Vashtor va directement aller sur Terra ? Est-ce que Vashtor va aller, je sais pas, faire le tour de toutes les planètes, imaginons, chapitrales des Space Marines ? Alors après, pourquoi aller voir eux ? Peut-être qu'ils vont aller aussi attaquer le vaisseau monde d'Ultwé. Je reprends Ultwé parce que Ultwé, c'est un acteur vraiment prépondérant dans le schéma de la galaxie. Est-ce qu'il est au courant qu'Orican existe et qu'il veut le détruire, etc. Donc ça menait vraiment beaucoup de choix, d'expectatives. On a aussi le lion. Bien évidemment, le lion, lui, il doit suivre plus ou moins les déplacements de Vashtor pour se venger.
parce qu'on peut pas imaginer qu'il puisse récupérer Caliban, mais en tout cas, je pense que tous les Dark Angels, et le lion en particulier, ont ce désir de vengeance. Même si le lion, on a vu, c'est un personnage maintenant qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein que ce qu'il a pu être à une époque. Nul doute que la vengeance sur Vashtor pour récupérer, enfin pour détruire, plutôt purifier Caliban par le feu, la destruction, c'est quelque chose qui va être mis en place. Alors, non. Non, il n'y aura pas dans cette vidéo-là de référence avec le lion. Très bien, on le met de côté. Il n'y aura pas non plus Eldari, hein, ça je vous l'ai dit. Mais en tout cas, on a Armoise qui apparaît dans l'espace réel. Donc dans les faits, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant que Armoise puisse apparaître alors qu'on est dans le cœur de la matrice nodale contra-immatérienne, mais elle apparaît. Donc c'est le processus en fait de Vashtor, c'est-à-dire qu'il a créé une accumulation de petits éléments de rouage. À chaque fois, c'est toutes les armes cataclysmiques qui ont été utilisées, des armes interdites qui ont fait changer la nature de la physique, la nature de l'univers, la nature de la galaxie, des interactions entre le warp, l'espace réel, et c'est ce qui a permis de créer cette faille avec le dernier ajout, c'était cette constellation de satellites qui formait en fait des énergies inimaginables et qui formaient en fait ces glyphes, ces portails d'invocation, qui a permis un bref instant à Vashtor de percer la réalité et d'arriver au cœur du Nexus Paria. Et dès qu'il arrive, il envoie, de par son énergie, en fait, une impulsion sur le pylône, et le pylône inverse sa polarité directement, et ça explose dans une faille warp géante. Et tout ce qui était justement suspens disparaît et volatilisé, parce que Vashtor vient d'inverser la polarité, et que dans cette zone-là, où on avait déjà une force colossale du Warp qui avait réussi à percer non seulement le voile de la réalité, mais en plus le Nexus Paria, là, avec l'inversion de polarité, ça change toutes les choses, la gravité s'inverse sur la planète. Alors là, on a une description qui est assez sympathique, c'est que, étant donné que Caliban arrive et s'approche de ce satellite, on a un peu comme dans, c'était quoi, Independence Day, le 2, où vous avez un vaisseau qui est aussi grand que la planète qui vient se poser, et au final, comme sa masse est plus importante que celle de la planète, la gravité en fait va s'inverser et tout va être aspiré ou levé ou tomber vers le ciel, justement, si vous êtes sur cette lune. Et on a une description avec les vaisseaux des humains, du Mechanicus, des Nécrons, qui se retrouvent pris à être ballottés dans cette zone-là. Tous les combattants aussi qui étaient sur le sol de la Lune, tous les défenseurs Nécrons, se retrouvent à tomber vers le ciel, vers justement Armoise. Et puis voilà, donc ça va bien sûr détruire toutes les fluctuations des champs d'énergie, des pôles magnétiques, enfin tout ce que vous pouvez imaginer de destruction. Et voilà, la polarisation de ce pylône incroyable en faveur du chaos va permettre à toute une flotte de vaisseaux qui sont autour d'Armoise de venir combattre et entourer vraiment tel un nuage de mouches. Mais alors chaque mouche, c'est des vaisseaux de combat millénaires, des cuirassés de combat. Donc ce qui est assez intéressant, on nous donne en fait pas mal d'informations. Donc on a des Space Marines du chaos qui suivent Vashtor tel un dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Vashtor nous dit lui-même, alors oui, vous allez avoir la réponse, Vashtor nous dit lui-même qu'il n'est pas encore un dieu, mais qu'il est très satisfait de voir que certains le considèrent comme tel. Pour l'instant, donc, il n'a pas encore le pouvoir divin, mais en tout cas, certains Space Marines le considèrent comme un dieu et le suivent, alors appâtés par les promesses de pouvoir ou alors par les ressources technologiques qu'il pourrait leur donner, les faveurs chaotiques qu'il pourrait leur donner, ce qui pourrait peut-être faire pencher la balance dans leur lutte contre d'autres forces du chaos, contre d'autres forces, contre l'Imperium, etc. Forcément, dès qu'il y a un nouveau joujou, on a un petit peu envie de tester, et c'est peut-être ce qui va pouvoir changer en fait, justement un peu l'équilibre des choses. Mais en tout cas, Vashtor, je pense que c'est vraiment la pierre angulaire du nouveau lore de Warhammer 40 000 et qui va nous permettre de justement déstabiliser un peu ce carré de pouvoir avec les 4 dieux du chaos. Là, on introduit une petite
petite particule qui va venir faire pencher un petit peu les choses, qui veut proposer un petit peu autre chose. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça qui permettent de faire changer les choses. Mais en tout cas, Vashtor, c'est vraiment pour moi un élément vraiment très très prépondérant. Donc, ce n'est pas encore un dieu, il n'a pas le pouvoir divin, mais en tout cas, il est très satisfait d'être parvenu à ses fins et d'avoir réussi à percer le Nexus Paria. Alors, ce n'est pas son mal. Hein. Il nous explique, enfin, il s'est dit dans une sorte de petite narration, lui-même, il est très conscient de la fragilité des choses. Pourquoi ? Parce que c'est l'anathème vraiment du chaos, le Nexus Paria. Mais pour de vrai, hein, c'est pas juste, soit dit en passant, c'est pas juste une idée, mais c'est un fait. Et en fait, il n'y a que la concomitance des armes utilisées, des énergies utilisées, que ce soit encore une fois par les Nécrons ou par l'Imperium, sans qu'eux-mêmes les comprennent totalement, qui a permis de fragiliser le Nexus, de pouvoir permettre de créer le voile, enfin de percer ce voile, et le pouvoir de Vashtor, qui est de contrôler les machines, a inversé la polarité. Ça, on imagine que c'est quelque chose qui est assez simple, parce qu'après, on peut se dire que, mais comment a-t-il fait pour inverser ? Non, ça, je pense qu'en fait, au contraire, c'est extrêmement simple, c'est juste que les Nécrons ne comprennent pas vraiment comment marchent les pylons, ils en ont une vague idée, l'Imperium comprennent zéro, Blizzard School le comprend un tout petit peu, Draxus, elle sait où appuyer pour que ça explose, elle a trouvé le bouton d'autodestruction, on imagine, mais Vashtor, lui, il a une compréhension innée de la machine, et ça reste des machineries créées par les anciens, donc des machines qui peuvent être utilisées par Vashtor, qui peuvent être influencées par Vashtor. Donc je pense que pour lui, c'est extrêmement facile de modifier la polarité, et dès que la polarité est modifiée, on imagine bien que sur ce pylône géant qui traverse une lune, hein, donc c'est colossal, hein, c'est bien plus que des kilomètres, et bien ce pylône inversé, si bien sûr on inverse la polarité, ça va décupler les effets du warp. Et puis on sait que on a tendance à l'oublier, mais on est quand même avec la cicatrice maledictum qui partage la galaxie en deux. On est vraiment dans l'ère Indomitus avec déjà le warp qui est très présent dans l'espace matériel. On avait cette zone complètement éteinte du Nexus Paria et qui là se retrouve complètement illuminée dans cette zone-là. Alors, est-ce que le Nexus Paria dans son ensemble a été détruit ? Pour l'instant, non. Mais en tout cas, on a clairement une zone fragilisée et on a clairement cette tache noire. Alors, cette tache noire dans le Nexus, mais plutôt cette tache colorée, plutôt on pourrait l'appeler comme ça, cette tache colorée rosée warp qui est au sein de justement cette bulle noire qui était dans la galaxie, qui elle-même était enveloppée de la cicatrice maledictum. J'espère que c'est clair pour vous, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Vashtor craignait aussi le Nexus Paria, craint ses effets, et il a été très soigneux pour ne pas justement être vaporisé, parce qu'il s'est dit que ça s'est joué à très peu de choses, qu'il y avait un risque qu'il soit lui-même pris dans les effets du Nexus, et que le Nexus aurait pu tout simplement le faire disparaître. Parce que c'est un élément du chaos. C'est vraiment une engeance warp, c'est un démon, et forcément, enfin même Dieu, démon, le Nexus a vraiment un effet. Et c'est là où on se rend compte aussi que le Nexus Paria avait un réel effet pour les dieux du chaos, et qu'on peut imaginer que si le roi silencieux de Zarek était arrivé à ses fins et avait étendu la matrice nodale contraimmatérienne à l'ensemble de la galaxie, il aurait réussi à isoler la galaxie des dieux du chaos. Et après, moi je me pose toujours cette question de savoir, est-ce que les dieux du chaos sont soumis à une galaxie, parce qu'en fait, ils tirent leur puissance en fait des prières, des émotions, des impulsions qui est dans cette galaxie, des êtres vivants. Donc si jamais on les isole, est-ce qu'ils vont pouvoir puiser dans une autre galaxie ? Est-ce que chaque galaxie a ses dieux ? Est-ce qu'ils peuvent vivre dans une dimension entre les galaxies ? Est-ce qu'il en existe ou pas ? Ça, j'avoue que c'est... Bon, je ne sais pas, on peut que imaginer des choses, mais ce qui est certain, c'est que Zarek, avec sa matrice nodale, il était très efficace pour lutter contre le chaos. Donc, Vashtor a cassé la machine. Alors, ce qui peut être aussi sympa, c'est qu'on nous décrit un petit peu dans le côté narratif à quoi ressemble Armoise, à quoi ressemble le palais de Vashtor. Donc, il faut imaginer qu'il est constitué d'engrenages, que des engrenages, et chaque pierre d'une citadelle, d'un château, est constituée d'un engrenage qui est en train de tourner, et chaque engrenage lui-même est constitué d'une matière différente. Donc on a des éléments biologiques, alors on peut imaginer que c'est fait d'humains, de créatures, ou quoi que ce soit. On a des
enfin, des engrenages mécaniques, des engrenages, je sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer. De toute façon, enfin voilà, c'est ça l'idée, c'est que vous êtes dans le chaos, vous êtes dans l'imaginaire. Donc chaque rouage, par contre, chaque petite hélice vient interagir avec les autres et est constituée d'un élément différent. Donc ça représente bien que en manipulant les humains, on peut manipuler la machine, en manipulant la machine, on peut manipuler la psyché peut-être, je sais pas. Enfin, vous voyez toutes ces combinaisons-là. Et en fait, il est dans une sorte de tour en forme d'engrenage, et à chaque fois qu'il a envie de changer son angle de vue pour regarder un petit peu ailleurs, eh bien, il manipule les engrenages et ça fait tourner en fait ces choses-là. Donc si vous voulez une table à thématique Armoise, et bien vous faites une table avec 5 millions d'engrenages. 5 millions, il faut les compter, mais vous prenez tout plein de petits engrenages, vous pouvez... Alors moi j'avais imaginé, là c'est pour le côté un petit peu modélisme, un moule en fait, un peu comme les moules à glaçons en forme d'engrenage, et puis dedans vous mettez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Vous mettez du bois, vous mettez des petits éléments que vous cassez dans une montre, une vieille montre qui ne marche plus, une télécommande, de l'électronique, vous mettez vraiment tout ce que vous voulez. Vous coulez de l'or, ça 24 carats, nickel, des diamants, du fer, du papier, enfin peu importe, mais il faut que ça fasse un petit peu joli, mais il faut vraiment imaginer que c'est ça, tous les éléments qui sont ensemble, des livres, peut-être des tout petits livres, enfin je pense que ça peut faire un décor assez intéressant et assez novateur qu'on n'a pas encore vu, en tout cas si ça existe, et ben, je vous en prie, envoyez-moi des images, je serais très content de voir ça. Alors une petite chose en plus sur Vashtor l'Archifan, on nous dit qu'il est très content en fait d'être considéré comme un dieu, parce que ça lui permet de s'affranchir de certaines tâches ingrates comme la guerre. En fait, la guerre qui est quelque chose d'uniquement physique pour lui, eh bien il peut ne pas s'en occuper, reléguer ça à ses sbires, donc toutes les forces du chaos qui le suivent. D'ailleurs, dans les forces du chaos, on a une description aussi de pas mal de choses. Donc on a bien sûr l'espèce marine du chaos, on a tout ce qui est renégat, et on a aussi tout ce qui est machine démoniaque. Et en fait, on nous décrit des vaisseaux spatiaux qui a priori sont autonomes, tout comme l'était un peu l'Arche Fatidique. Alors je ne me rappelle plus du tout comment elle s'appelle, mais c'était l'Arche Fatidique qui était asservie par une IA, en fait, une IA rebelle qui était passée du côté du chaos et qui du coup contrôlait l'Arche Fatidique, qui était le vaisseau amiral de Vashtor, vaisseau qu'il a lui-même sacrifié pour récupérer Caliban, hein, on sait comment ça s'est passé. Si vous ne le savez pas, je vous invite vraiment à aller regarder ma série de vidéos sur les arches fatidiques, parce que c'était vraiment aussi assez intéressant. Vous avez à apprendre un petit peu tout ça. Et là, donc, on a cette considération-là. Autre chose aussi qui m'a bien plu, c'est que ce qui est compliqué pour Vashtor, c'est qu'il a du mal à appréhender les notions comme trop tard ou pas encore. C'est-à-dire que comme il vit à travers le warp dans une dimension où le temps n'a pas prise, eh bien quand il est dans l'univers matériel, c'est un petit peu compliqué pour lui, parce qu'il y a cette notion de c'est trop tôt. Comment ça, c'est trop tôt? Mais non, mais ça devrait exister. Ah non, ça n'existe pas encore parce que tel événement n'a pas eu lieu. Ah ouais, c'est embêtant ça. Bon, faut attendre. Et la notion de trop tard, genre, pourquoi je peux pas? Ah, parce qu'il est mort déjà. Ah ouais, donc il va pas pouvoir influencer. Ah, c'est compliqué, hein, la réalité. Et en fait, j'aime bien comment c'est traduit. Je trouve que c'est assez amusant. Puis ça nous permet assez simplement, je pense, de saisir la notion de... Qu'est-ce que c'est une dimension où le temps n'a pas prise? Voilà, ça c'est pour Vashtor l'Archifan. Alors j'avoue que je reste quand même un petit peu déçu parce qu'au final on n'a que 3 pages sur lui. J'espérais qu'on apprenne un petit peu plus parce que bon certes il est venu, il a utilisé en fait les Nécrons et l'Imperium, enfin le Mechanicus surtout, pour lui permettre d'arriver dans cet espace pour capturer un pylône, l'inverser en polarité pour gagner en puissance du chaos. Mais voilà, après c'est quoi l'étape suivante? Ça me rappelle un petit peu ce qui se passait justement avec Abaddon, hein, avec à chaque fois on utilise les pylônes comme des points clés. Je pense que s'il y a un jeu vidéo Warhammer 40 000 en mode dieu, votre but c'est de capturer, en fait, c'est la ressource fondamentale, c'est les pylônes. Bon, maintenant on passe du côté de Belisarius Cawl. Belisarius Cawl, lui bien sûr, il ne peut que constater les choses, l'émergence d'Armoise dans l'espace réel, vraiment c'est notable, donc il peut avec ses augures longue portée, etc., noter cet accroissement d'énergie empyréenne. Et ce qui est à noter aussi, c'est que étant donné que la zone Nexus Paria où il y a justement Armoise n'est plus soumis au suspens, eh bien il peut y avoir des messages astropathiques qui sont envoyés, donc
Les forces impériales, elles sont en train de fuir cette zone-là. En fait, toutes les forces, que ce soit celles de Necron ou celles de l'Imperium, elles sont en train de fuir. Donc on voit que les Necrons cherchent à retourner vers Zarek pour lui dire un petit peu ce qui s'est passé. C'est pareil du côté de l'Imperium, les Space Marines, dans des derniers actes de bravoure, essayent de porter le message de la menace. On a souvent cette fin-là dans Warhammer 40 000, dans beaucoup des éléments que j'ai lus. À chaque fois, c'est les derniers croiseurs qui sont envoyés. C'est un peu à l'image en fait de les Résidorus, quand on avait la fuite de l'Eisenstein. Je pense que c'est quelque chose qui a inspiré beaucoup d'auteurs parce qu'on le retrouve vraiment assez souvent. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été même inspiré encore avant, quand vous voyez Star Wars. Première scène de Star Wars, le Tantive 4 qui est en train de s'enfuir par rapport à un croiseur. Allez, pour un peu, je me serais rappelé du nom du croiseur impérial. Allez, le Dominator peut-être, ouais, je suis pas sûr. Je tente un nom comme ça au hasard. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une imagerie que moi j'ai connue toute ma vie en fait. Ce vaisseau qui porte l'espoir, qui essaie d'échapper et qui essaie de transmettre l'information pour qu'on puisse se préparer. Et voilà. Donc l'information, en tout cas, arrive à Belisarius Cawl, et Belisarius Cawl, eh bien, se retrouve dans une situation vraiment compliquée parce qu'il sait que quand Roboute Guilliman lui a confié cette mission, c'était sûrement pas pour sortir tous les joujoux qu'il y avait dans les cryptes interdites et les utiliser et faire exploser cette zone-là. Et Roboute Guilliman, grande nouvelle, a enfin terminé ce qu'il avait à faire sur la zone de Macrage et il envoie la plupart de la flotte Primus, donc c'est-à-dire la partie vraiment la plus puissante, l'élite, on nous dit l'élite de la flotte Primus, donc je pense que c'est vraiment quelque chose de colossal, presque un peu... Enfin, j'aimerais bien imaginer, même dire combien ça peut faire, 10% des vaisseaux de l'Imperium, 5% des vaisseaux de l'Imperium, 34%, 68% des vaisseaux de l'Imperium, bon, je pense pas parce que la galaxie est beaucoup trop grande, mais une part incroyablement puissante qui est envoyée justement pour aider Belisarius Cawl, parce que Roboute Guilliman est parfaitement conscient que cette zone-là est un point vraiment stratégique où il y a énormément de choses qui sont en train de se jouer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Belisarius Cawl, même s'il se dit qu'il va sans doute se faire un petit peu taper sur les doigts. Et pour terminer, la vision de Zarek, elle est beaucoup plus compliquée. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il n'a plus les forces pour lutter contre Imhotep et qu'il n'a plus non plus les forces pour lutter contre l'Imperium, et que si l'Imperium maintient son combat, il va être obligé de se retirer. Il va être obligé de retirer ses troupes pour ne pas en perdre plus que de raison, étant donné qu'il ne peut plus les renforcer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile pour lui. Il a du mal à admettre son échec, sa défaite, que ce soit face à l'Imperium et encore plus face à Imhotep. Et comble je sais pas comment on peut appeler ça, mais comble de ça m'énerve, il a des espions qui lui ont dit que Orican le Devin se serait associé avec Imhotep. Et donc pour lui c'est trahison. Ils étaient amis, ils s'étaient conseillés, et là il a appelé de l'aide d'Orican parce qu'il pensait qu'Orican en fait pouvait lutter contre les stratégies hyperspatiales, l'hyperstratégie, je sais plus comment ils appellent ça, l'hyperstratégie d'Imhotep. Et en fait, au contraire, Orican est parti avec Imhotep. Donc maintenant, pourquoi Orican l'a fait ? Parce que c'est qu'Orican, lui, il trouvait plutôt que la motivation de Zarek était plutôt une bonne chose. Donc si vraiment il y a été, c'est parce que, au-delà de la motivation de Zarek, qui est plutôt quelque chose de positif, essayer d'évacuer le chaos de la galaxie, il y a un impératif maintenant qui est bien plus prégnant et qui doit être vraiment, justement, Vashtor l'Archifan. Le fait qu'il soit en possession de Pylon, amplificateur de pouvoir warp, déjà qu'il était très puissant, donc si en plus maintenant il a des petits artefacts magiques qui font x2 ou je sais pas x combien sur sa puissance, c'est un problème majeur pour le destin de la galaxie. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo où on parlera justement des dangers qui sont aux portes de l'Imperium, enfin il y en a partout, l'Imperium est toujours assailli depuis des milliers d'années. On parlera bien sûr des tyrannies de Léviathan, on parlera de Zarek évidemment, du Nexus Paria, quel peut être son devenir, et puis on parlera bien sûr aussi d'Armois, du retour sans doute du lion, tout ça, ce sera dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec Nexus Paria, et tous ceux qui n'ont pas pu se procurer justement ce livre de croisade, en tout cas qui n'avaient pas envie de mettre les sous, eh bien j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez l'essentiel du lore
ce qui est important, c'est que dans ces bouquins de croisade, je pense que maintenant, à chaque fois, on va avoir du lore qui avance. Donc, si on veut être tenu au courant, bah voilà, il faut se procurer ces bouquins-là. Ou sinon, la solution, c'est moi, c'est vous passer sur Wargame Lore IGTV. Donc, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois pour soutenir la chaîne. Tipeee, ça c'est le plus important, c'est ce qui me permet moi de continuer chaque mois, parce que c'est clairement pas le nombre de vues et YouTube qui permet de vivre de ça. Donc vous avez ça, vous avez les liens partenaires My Hobby Place si vous achetez des figurines, si vous n'êtes pas que dans le lore et dans l'historique, vous avez envie de faire plaisir, n'hésitez pas à passer, vous avez moins 20% sur tous les produits Games Workshop, et puis il y a 5% qui me sont reversés, donc vous, ça vous coûte rien, et puis moi, ça m'entretient comme ça à continuer, donc n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis sinon, voilà, comme d'habitude, un petit like, ça fait plaisir, un petit commentaire, toujours plaisir aussi, et puis on continue à parler de lore, voilà. Allez, à bientôt, merci à vous tous, et à une prochaine, salut à tous.